Bonjour à tous. Donc, le cours d'aujourd'hui va être sur la domestication des êtres vivants par l'être humain, comme un modèle pour comprendre l'adaptation et l'évolution. Et on se focalisera en particulier sur la domestication des champignons pour faire du fromage. Donc, vous voyez ici sur le camembert, la croûte blanche ici, c'est un champignon, c'est le mycélium d'un champignon qu'on voit ici, qu'on appelle Penicillium camemberti. Et dans le fromage bleu, le bleu, c'est les spores aussi d'un champignon, un autre pénicillium, le Penicillium camemberti. On va voir qu'on a vraiment domestiqué les champignons pour faire du fromage. On regardera aussi la domestication du pommier et d'autres exemples de domestication comme un modèle pour comprendre, parce qu'il s'agit d'une sélection exercée par l'homme, donc forte, très forte, sur des caractères connus, récentes. Et donc c'est vraiment un beau modèle pour étudier la diversification et l'adaptation des êtres vivants. Donc, l'idée générale en biologie évolutive, c'est de comprendre pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, comment elles peuvent être si bien adaptées à leur environnement. Et ça peut être plus facile d'étudier des organismes qu'on a domestiqués, donc on sait quel caractère on a sélectionné, alors que dans la nature, des fois, c'est un peu difficile, il y a plein de caractères sous sélection, on ne sait pas forcément lesquels. Donc, pour comprendre cette diversification, cette adaptation, un bon modèle peut être d'étudier la domestication. Donc, on avait vu déjà l'adaptation des êtres vivants, elle peut paraître extraordinaire, comme cette araignée qui mime phénotypiquement sa proie, qui ressemble à s'y méprendre à sa proie pour pouvoir l'approcher, ou des plantes très bien adaptées à la sécheresse, ou ces insectes qui miment des feuilles mortes pour échapper à leurs prédateurs. Donc ça a été une sélection sur de nombreuses générations. Et donc là, on va voir comment on peut étudier la domestication comme un modèle pour étudier ces adaptations à l'environnement. Donc c'est Darwin qui avait apporté la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc dans la théorie de Darwin, tous les êtres vivants actuels descendent d'un même ancêtre commun par diversification. Et donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment et pourquoi les espèces se diversifient. Et donc on verra la semaine prochaine en particulier comment dans les conditions naturelles il peut se passer cette diversification, comment à partir d'une lignée on peut se séparer en plusieurs lignées et pourquoi il n'y a pas qu'une seule espèce ou quelques espèces qui exploitent toutes les ressources dans l'environnement. Et donc cette diversification, cette adaptation des espèces à l'environnement, l'apport majeur de Darwin, ce n'était pas tellement l'évolution, ça c'était déjà dans les idées de l'époque, c'est vraiment l'évolution par sélection naturelle. C'est vraiment l'apport nouveau et majeur de Darwin. Donc on avait déjà vu ça, mais pour ceux qui n'étaient pas forcément là, c'est toujours utile de le rappeler. Donc le mécanisme d'évolution par sélection naturelle, c'est qu'il existe de la variabilité génétique dans les populations, et donc phénotypique. Tous les individus ne sont pas pareils. C'est vraiment la base et le moteur de l'évolution. Donc ici, il y a des individus plus gros ou plus foncés, et les individus plus gros et plus foncés survivent mieux et laissent plus de descendants. Et donc s'il y a une base génétique à ces caractères qui permet de mieux survivre ou de laisser plus de descendants, nécessairement, ils augmentent en fréquence de génération en génération. C'est ça l'évolution, c'est ça l'adaptation, c'est le changement de fréquence allélique de génération en génération parce qu'il y a une meilleure survie et ou une meilleure reproduction. Donc l'image classique, c'est le cou des girafes, pour expliquer pourquoi les girafes ont un si long cou. Donc à l'époque de Darwin, il y avait l'idée plutôt du transformisme, en particulier appuyé par Lamarck. Et donc là, l'idée, c'est que les individus, ils s'étirent pour atteindre les plus hautes branches pendant leur vie, et du coup, leurs coups deviennent plus longs pendant leur vie, et ils passent à leurs descendants ces caractères qu'ils ont hérités durant leur vie. Et donc, le cou s'allonge, parce que pendant leur vie, les individus acquièrent un cou plus long et passent ce caractère à leurs descendants. C'est fondamentalement différent de la théorie de la sélection naturelle, où là, il y a une variation dans les populations qui est essentielle, avec des coups plus ou moins longs, avec une base génétique. Et si les girafes qui ont des coups plus courts meurent plus, nécessairement, il reste plus les allèles, les variants génétiques qui codent pour un cou plus long. Et donc, en moyenne dans les populations, de génération en génération, le cou s'allonge. Et donc une autre façon de voir les conditions nécessaires à ce qu'il y ait une évolution par sélection naturelle, il faut qu'il y ait de la variation dans les populations, ici des insectes gris ou rouges. Il faut qu'il y ait une héritabilité de ces caractères, que les parents ici plus gris fassent des descendants plus souvent gris et des parents rouges des descendants plus ou moins rouges. Sinon, s'il y a un tri ici
mais que les parents ne transmettent pas le caractère à leurs descendants, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait des différences de survie et de succès reproducteur. Ici, les insectes rouges sont moins mangés parce qu'ils sont toxiques. Forcément, les rouges survivent mieux, ils laissent plus de descendants, et donc la population devient rouge, ça augmente en fréquence. Donc c'est vraiment l'évolution par sélection naturelle, l'apport majeur de Darwin. Et donc ça, c'était l'unique figure dans le livre de Darwin, une diversification. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'avait pas spécialement il n'avait pas dit que c'était des espèces, ça pouvait être des variétés, des populations. Et surtout, on voit qu'il y a à chaque nœud une diversification des espèces, des lignées qui s'éteignent et d'autres qui apparaissent. Et donc c'est vraiment essentiel de comprendre ce processus d'évolution qui est dynamique. À chaque pas de temps, qui peut être des générations, des temps de spéciation, il y a des nouvelles formes qui naissent, d'autres qui disparaissent, et qui permet ce maintien globalement de la biodiversité. Donc cette figure est vraiment essentielle pour comprendre que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique, avec sans cesse une adaptation, sans cesse des formes nouvelles qui apparaissent, qui disparaissent, qui permet un maintien de la biodiversité. Et donc la biodiversité n'est pas un état stable, c'est-à-dire un état où si on le perturbe un peu, il revient à son état initial, mais ce n'est pas non plus un équilibre instable, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on le perturbe un peu qu'il va tout de suite partir de son équilibre et collapser. C'est vraiment un équilibre dynamique. C'est-à-dire comme quand on roule à vélo, on se maintient, on arrive à avancer uniquement parce qu'on roule, parce qu'on est en mouvement. Et c'est pareil, la biodiversité, elle se maintient uniquement parce qu'elle évolue, parce qu'elle a la diversité génétique pour s'adapter à chaque génération, à son environnement, aux nouvelles conditions. Et donc Darwin avait compris ce mécanisme et expliqué dans son livre L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle. Et il avait utilisé déjà, lui, le processus de sélection artificielle, la domestication, comme analogie et pour comprendre le processus de sélection naturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait appelé sélection naturelle, en opposition à sélection artificielle. Et il avait utilisé beaucoup le modèle des pigeons et la diversification en races de pigeons par la sélection humaine pour des caractères différents. Et donc c'est à la fois un modèle d'adaptation, de changement sous sélection, et de diversification, parce qu'en sélectionnant différents caractères, différents aspects, on a, à partir d'un ancêtre sauvage, généré plein de races très différentes entre elles. Donc il y a l'exemple du pigeon, il y a l'exemple du chien, évidemment. Donc, toutes les races du chien sont originaires du loup gris, donc, par sélection humaine. Donc c'est le premier organisme vivant qui a été domestiqué, le loup. Mais il y a seulement à peu près 20 000 ans, donc c'est très récent à l'échelle évolutive. Si on veut comprendre comment il y a autant d'espèces sur Terre, comment elles se sont diversifiées, on a des millions d'années d'évolution. Et donc quand on voit ce que la sélection humaine est arrivée à faire en seulement 20 000 ans, on peut bien imaginer comment on peut arriver à une diversification aussi énorme sur la planète en espèces différentes. Donc il y a plein d'exemples de domestication d'organismes vivants, de changements. À partir d'un ancêtre, on a changé des caractères et on a diversifié en plusieurs variétés. Donc il y a les chiens, il y a les choux par exemple, il y a plein de choux différents qu'on utilise, qu'on a domestiqués à partir d'un seul ancêtre commun, le chou sauvage, et on a sélectionné soit pour des fleurs plus gros, soit pour des racines plus gros, soit pour des tiges plus gros, des bourgeons plus gros, et en sélectionnant différents caractères, on a généré des variétés drastiquement différentes entre elles et très rapidement. Donc les carottes aussi, vous avez ici l'équivalent, une population sauvage de carottes avec une racine avec très peu de ressources par rapport à ce qu'on a sélectionné. Donc on a sélectionné des tubercules avec beaucoup plus de ressources et pareil des diversités de variétés très différentes. Un cas très étudié, et Motonaillon vous en parlera après dans le séminaire, c'est la domestication du maïs. Donc là, on a un peu l'image de ce que devait être l'ancêtre sauvage du maïs domestiqué actuel, donc avec des tout petits épis, plein de branches, alors que le maïs actuel, ça a une seule branche très haute, une seule tige très haute, ce qui permet de récolter plus facilement, et surtout un épi. Donc là, on a ce qui ressemble à la théocinthe actuelle, qui existe encore en Amérique,
donc avec très peu de ressources, des grains très durs qui se détachent tout de suite, donc c'est moins facile à récolter. Et on a sélectionné pour des grains beaucoup plus gros qui restent attachés et avec une seule tige très grande. Donc là, on voit la théocynthe actuelle par rapport au maïs. Donc avec voilà, très peu de ressources, un épi très petit et des grains qui se détachent et avec une structure très dure et difficilement mangeable à l'extérieur qui est une défense contre les ennemis des plantes, les herbivores en particulier. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à changer aussi drastiquement le chou, le maïs, les chiens? Par sélection. C'est-à-dire qu'à partir par exemple du pigeon sauvage, si on voulait créer une race de pigeons blancs, une colombe, on prend les parents les plus clairs, on autorise seulement ceux-là à se reproduire, et on fait ça sur plusieurs générations, et au bout de quelques générations, on aura changé drastiquement la couleur par sélection. Et donc c'est vraiment une analogie à la sélection naturelle, et par sélection artificielle, on arrive à changer drastiquement les organismes vivants. Donc, quels caractères ont été sous sélection lors de la domestication? Donc, par exemple, chez les plantes, il y a eu une sélection pour des fruits plus gros ou des tubercules plus gros. On voit ici, pareil, un cousin sauvage de la tomate et la tomate domestiquée actuelle. On a sélectionné pour une rétention des propagules, des grains ou des tubercules, c'est-à-dire qu'au départ, les plantes ont été sélectionnées pour faire ces fruits, ces tubercules, pour disperser. Et nous, on a sélectionné au contraire, ici sur le tournesol ou sur le maïs, que les grains ou les tubercules restent attachés à la plante pour les récolter plus facilement, ce qui est évidemment désavantageux à l'état sauvage. Souvent, ce qu'on a sélectionné qui était avantageux pour nous, pour consommer, serait désavantageux à l'état sauvage. On a aussi sélectionné des caractères pour faciliter la culture. Donc, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de dormance chez les graines. Il y a beaucoup d'espèces de plantes où il faut qu'il y ait une période de froid pour que les graines germent, pour pouvoir germer seulement après l'hiver. Évidemment, c'est désavantageux pour la culture. On voudrait que dès qu'on sème les graines, elles germent. Donc on a sélectionné pour une réduction de cette dormance, pour une synchronisation, c'est-à-dire que toutes les graines germent en même temps, qu'il y ait une seule grande tige pour pouvoir récolter plus facilement. On a aussi sélectionné pour une réduction des défenses des plantes contre les herbivores qui sont parfois désavantageux. Donc, par exemple, chez la théocynthe, des grains moins durs qui sont plus agréables à manger. On a sélectionné pour des couleurs, évidemment. Et souvent, on a sélectionné, alors le plus souvent de façon involontaire, en sélectionnant sur quelques individus qui avaient des caractères avantageux, souvent on a perdu de la diversité génétique sans vraiment s'en rendre compte, et en particulier sur la défense contre les maladies, on a perdu beaucoup de gènes de résistance par rapport aux ancêtres sauvages. Donc la domestication s'est faite en plusieurs étapes. Donc, par exemple, chez le maïs, on est parti d'un équivalent de la théocynthe en Amérique centrale, Amérique du Sud. On a donc l'homme au départ, souvent, les premières étapes de domestication n'étaient pas forcément très volontaires, c'est-à-dire qu'il récoltait les fruits les plus gros, il les ramenait à son camp pour les manger, et puis du coup les graines se retrouvaient autour du camp, et donc il y avait globalement des fruits plus gros autour des camps que dans la nature. C'était une première étape de domestication pas forcément volontaire, puis après il y a eu des étapes vraiment conscientes de sélection. Et souvent, donc, il y a eu une diversification en variétés très différentes, à la fois pour adaptation à des usages différents, à des conditions différentes, aussi parce que la sélection se faisait indépendamment dans plusieurs centres locaux. Il n'y avait pas une homogénéisation des cultures à grande échelle. Donc il y avait souvent une diversification en plein de variétés. Et puis, très récemment, une amélioration variétale très forte, avec là souvent une homogénéisation des cultures, une perte énorme de diversité, avec là c'est la culture de seulement quelques variétés, une perte énorme de diversité en termes de variétés qui existaient avant. Par exemple, chez le maïs, il y a une diversité énorme de variétés, et on en cultive maintenant majoritairement une seule qu'on retrouve partout. Donc il y a plusieurs étapes dans la domestication. Une première étape de pré-domestication, puis de domestication plus forte, puis de diversification en plein de variétés, en adaptation locale à des conditions particulières ou à des usages particuliers, et une amélioration variétale moderne très forte, et en particulier chez le maïs par la création d'hybrides. On voit ici 2 parents et des hybrides qui sont beaucoup plus gros,
ce qu'on appelle la vigueur hybride. Et donc on génère des hybrides et qu'on cultive à grande échelle, et donc avec une perte énorme de diversité. Donc on voit ici les différentes étapes de domestication, à partir d'un ancêtre sauvage, une étape de pré-domestication, et puis après une domestication vraiment, une culture et une sélection volontaire, et puis une amélioration variétale très forte récente. Et donc on voit ici la taille des populations des cultures, donc elles baissent à peine pendant la pré-domestication, donc en bleu, et la taille efficace de population, et en rouge la diversité génétique globalement dans ces cultures, et on voit qu'elle diminue drastiquement récemment avec la culture de seulement quelques variétés. Donc on va voir quelques exemples de domestication et qu'est-ce qu'on a appris sur l'histoire de ces domestications, à la fois en termes d'histoire démographique, de gènes sous sélection, et qu'est-ce qu'on peut en retirer sur comment fonctionne l'adaptation et la sélection. Donc il y a évidemment la domestication du chien qui a été étudiée, comment est-ce qu'à partir du loup on a pu diversifier en autant de races différentes. Maintenant on peut séquencer de façon assez facile et pas très cher les génomes entiers de plein d'organismes, et donc on arrive à la fois retracer l'histoire démographique et trouver des traces de sélection au niveau génomique. Donc, par exemple, on a pu inférer que donc, il y a eu une divergence entre la lignée du loup gris et des autres canidés ici à peu près il y a 53 000 ans. La domestication a eu lieu donc, il y a 40 000 ans et 15 000 ans, avec une différenciation entre le loup et les lignées des chiens, et avec deux groupes majeurs, avec les grands chiens et les petits chiens. Et donc on voit ici en rouge, on a pu trouver un allèle qui contrôlait fortement la taille, et on voit ici sa fréquence, ce variant génétique est fréquent, plus c'est rouge dans la lignée. Et donc ça avait été sélectionné plutôt plus petit chez le loup, et on a re-augmenté en fréquence chez certains races de chiens. Alors on peut étudier la structure des populations. Je vais vous montrer pas mal d'exemples de ce type de figure. Donc chaque barre verticale est un individu, et les couleurs, c'est les groupes génétiques qu'on a pu inférer. Donc là, on a 3 groupes génétiques, par exemple, jaune, rouge et bleu. Et donc, un individu complètement jaune, ça veut dire qu'il est complètement assigné au groupe génétique jaune. On a des individus qui sont assignés à moitié-moitié, ça veut dire qu'ils sont probablement des hybrides, où ils ont un peu des deux de ces groupes ancestraux. Et là, le groupe bleu. Et donc, on voit qu'on a 3 groupes génétiques principaux chez les chiens ici, avec en jaune les asiatiques et les anciens, les chiens de chasse et ce qu'on appelle les chiens mastifs, les gros bulldogs. Et donc, on peut comme ça étudier la structure génétique des populations, et on peut essayer de détecter quels gènes ont été sous sélection récente et forte par l'être humain. Alors, comment on fait ça ? Donc, si on imagine ici, on a une ligne par individu avec des mutations différentes, de la variation génétique. Et il y a une mutation ici en rouge qui est avantageuse, par exemple qui va faire une taille plus grande ou une couleur qu'on va désirer. Donc l'être humain va sélectionner ce caractère souhaité, et donc il va autoriser à se reproduire par exemple principalement cet individu-là, et donc dans les descendants, la plupart des individus auront cet allèle bénéfique, mais aussi les allèles autour qui sont arrivés par autostop, les variants génétiques. Et par contre, ailleurs, plus loin, il y aura eu de la recombinaison. Et donc on voit ici qu'à l'endroit où on a sélectionné, tous les individus sont pareils. Il y a une énorme baisse de diversité génétique. Alors qu'ailleurs, plus loin dans le génome, comme il y a de la recombinaison, il n'y a pas eu cette baisse de diversité génétique due à la sélection d'un unique variant à cet endroit du génome. Et donc quand il y a une forte sélection, ce qu'on observe souvent, c'est une vallée en termes de diversité génétique, pile à l'endroit du gène qui a été sélectionné, puisqu'on a sélectionné ici un seul variant récemment. On a perdu toute la diversité génétique à cette position du génome, et par contre ailleurs, comme il y a de la recombinaison, on a perdu moins de diversité. Et donc en faisant des scans le long des génomes, on essaye de repérer les positions où il y a très peu de diversité par rapport au reste du génome. Donc c'est ce qu'on appelle un balayage sélectif, parce qu'on a balayé la diversité génétique par la sélection à un endroit spécifique du génome. Et donc par exemple en cherchant chez les chiens
des traces comme ça de balayage sélectif, de baisse de diversité, on a trouvé des gènes responsables, une forte sélection pour des gènes responsables sur la taille, sur le comportement, sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi sur la digestion de l'amidon et du gras, le changement d'alimentation dû au fait d'être nourri par l'homme. Et alors, on a trouvé aussi une sélection spécifique sur les muscles des yeux. Donc, les chiens ont évolué des muscles sur les yeux qui leur fait prendre l'air triste, qui n'existe pas chez les loups. Et en fait, ils ne sont pas du tout tristes, hein, c'est juste pour nous apitoyer. Et donc, on a sélectionné, alors là, de façon sûrement involontaire, ces muscles spécifiques autour des yeux qui n'existent pas chez les loups. Alors, on va voir maintenant un peu l'exemple de la domestication chez les chevaux. Actuellement, les seuls chevaux qui existent sont les races domestiquées. Donc, il y en a à peu près 60 millions, 600 races différentes, 60 millions d'individus, 600 races différentes. Et les seuls chevaux sauvages qui existent actuellement, c'est les chevaux de Przewalski. Donc, il n'en reste que seulement 2000 à peu près. Et ils ressemblent assez phénotypiquement aux peintures rupestres qu'on peut trouver dans les grottes préhistoriques. Et donc on a pensé pendant longtemps que c'était un peu les ancêtres sauvages, enfin les descendants actuels des ancêtres sauvages des chevaux domestiqués. Et en fait, en séquençant des génomes et en retraçant l'histoire démographique, on s'est aperçu qu'il y avait eu une différenciation il y a à peu près 35-50 millions d'années entre les chevaux de Przewalski et les races domestiquées, et qui ne sont pas les ancêtres, enfin les descendants des ancêtres des races domestiquées actuelles. Donc, il y a Ludovic Orlando à Toulouse a séquencé des génomes de races actuelles, de chevaux sauvages actuels et aussi de fossiles retrouvés de chevaux. On a retrouvé pas mal de fossiles dans pas mal d'endroits du monde. Et donc on s'est aperçu qu'au moment de la domestication du cheval, il y avait des populations de chevaux sauvages, en particulier une population ibérique, des populations sibériennes, mais éteintes actuellement, et qui n'ont pas contribué au génome des races domestiquées actuellement. C'est plutôt des lignées persanes et orientales, et en particulier avec les conquêtes venant du sud de l'Europe régulièrement, qui ont réintroduit la diversité génétique. Mais donc il y a une baisse, il y a un énorme, ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, c'est-à-dire une baisse drastique de diversité génétique, de taille de population par la sélection juste de quelques individus qu'on a autorisés à se reproduire. Donc on a aussi, cette équipe à Toulouse a aussi essayé d'étudier les traces de sélection, de la même façon, de chercher des traces de balayage sélectif dans les génomes. Et ils ont trouvé de façon pas étonnante, mais satisfaisante, effectivement, des sélections sur des gènes impliqués dans la structure du dos et des maladies du dos. Donc il y a eu probablement une sélection pour justement avoir un dos plus robuste, un squelette différent, sur la taille, la couleur, la rapidité, la formation du squelette. Donc il y a différents endroits du génome qui ont été trouvés sous sélection. Et vous voyez ici leur fréquence donc, dans les génomes du passé, dans les fossiles, et la fréquence dans les races actuelles. Et on voit que toutes ces variants génétiques qu'on a trouvés sous forte sélection, donc avec un balayage sélectif, ont augmenté en fréquence entre les fossiles et les temps actuels. Donc effectivement, il y a plein de données convergentes qui montrent que ces endroits dans le génome ont été sous forte sélection par l'action humaine. Et donc il y avait un gène en particulier intéressant qu'ils ont trouvé qui était impliqué dans la taille. Et dans l'implication, en fait, c'est un variant génétique qui change la régulation d'un gène, donc le moment et la force d'expression de ce gène. Donc ce qu'ils ont fait, alors c'est une autre façon de trouver un gène responsable. Donc on peut regarder la baisse de diversité dans le génome pour trouver une trace de balayage sélectif récent, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle la génétique d'association, c'est-à-dire qu'on va regarder plein de races de chevaux plus ou moins grands. On va séquencer leur génome et on va essayer d'associer un variant génétique au phénotype d'être plus ou moins grand. Et donc on teste quel variant génétique dans le génome est associé significativement au fait d'avoir une grande taille. Et ils ont trouvé, donc on voit ici représenter chaque chromosome a une couleur différente, et ici on a la probabilité d'être associé au fait d'être grand. Et donc on voit qu'il y a un endroit dans le génome
qui est fortement, significativement associé au fait des grands. Et donc, c'est une bonne preuve d'avoir trouvé le variant génétique responsable pour la variation de taille chez ces chevaux. Et quand on regarde effectivement la fréquence allélique, la fréquence de ce variant génétique responsable qu'on a inféré ici comme étant responsable de la taille, entre des races qui sont plus ou moins grandes, on voit que plus les races sont grandes, plus cet allèle est fréquent dans ces races-là. Et donc on peut essayer de vérifier par d'autres méthodes que vraiment il y a une sélection sur ce variant génétique-là. Et donc c'est vraiment un cas intéressant. Il y a vraiment une seule base dans le génome qui est soit C pour les petits, soit T pour les grands. Donc il y a une base dans le génome qui fait que le cheval est plus ou moins grand. Et donc d'autres façons de regarder si ce gène est sous sélection, donc c'est comme on a vu tout à l'heure, on a regardé si à ce variant génétique-là, il y avait une baisse de diversité dans le génome. Et donc on regarde par exemple chez les poneys qui sont petits et chez les chevaux qui sont grands. On voit que ici, et donc ce gène-là, ce variant génétique, il est ici. On voit que dans le reste du génome, ils ont à peu près la même diversité, mais à cet endroit-là dans le génome, les chevaux ont beaucoup moins de diversité génétique que les poneys, qui indique effectivement une sélection récente pour un seul variant à cet endroit-là du génome. Et on voit ici la différenciation génétique entre les poneys et les chevaux. Donc on voit que le reste du génome, la différenciation a un niveau de base, et qu'à cet endroit-là du génome, il y a une différenciation beaucoup plus forte. Et effectivement, il y a une sélection spécifique chez les chevaux pour une taille plus grande, pour un variant génétique différent des poneys. Et donc ils ont regardé aussi la fréquence de ce variant génétique depuis les fossiles jusqu'aux chevaux actuels. Et effectivement, ça a beaucoup augmenté en fréquence, cet allèle spécifique, juste ce changement en C et T qui est responsable d'une grande part de la variance sur la taille. Et donc, qu'est-ce que fait ce variant génétique entre C et T, hein ? En fait, il régule un gène et ils ont réussi à changer génétiquement avec les nouveaux ciseaux moléculaires CRISPR chez la souris. Ils ont introduit ce nouvel allèle qui a été sélectionné chez le cheval, ils l'ont introduit chez la souris et effectivement, ça faisait des pattes plus grandes. Donc ils ont pu vraiment valider le caractère causal de ce variant génétique qui avait été inféré d'après des traces de sélection chez les chevaux. Et donc c'est un gène de régulation et qui agit, ils ont pu montrer que ça agissait spécifiquement pendant le développement et donc est vraiment responsable pour une augmentation de la taille. Alors ce qu'on a trouvé aussi chez les chevaux et chez plein d'organismes, c'est qu'il y avait une dégénérescence due à la domestication. Donc on voit ici la diversité génétique chez les chevaux anciens et la diversité génétique chez les chevaux actuels. On voit qu'elle est beaucoup plus basse en sélectionnant, c'est-à-dire en retenant seulement quelques individus pour se reproduire. On a fait une baisse de diversité énorme. Et en particulier, surtout sur le Y, chez les chevaux, le chromosome Y a beaucoup moins de diversité qu'attendu et que sur le reste du génome, parce qu'en particulier, la sélection a été beaucoup plus forte pour les mâles. On a retenu un petit nombre d'étalons pour féconder les femelles. Et donc, il y a eu une baisse de diversité drastique, en particulier sur le Y, et en particulier récemment, comme j'expliquais, ils ont pu retracer la démographie des chevaux. Donc, la taille de population avait baissé un petit peu, mais elle a baissé drastiquement récemment, avec une amélioration variétale très récente. Et donc, on peut se dire, c'est pas grave, il y a moins de diversité génétique, mais on a la forme qu'on veut. Mais en fait, du coup, en sélectionnant très peu d'individus, on a sélectionné un peu par hasard, par autostop, plein de variants génétiques aussi délétères, ce qu'on appelle le fardeau génétique. Et on voit que le fardeau génétique, c'est-à-dire la quantité de mutations délétères qui causent des maladies, par exemple, a augmenté fortement chez les chevaux actuels par rapport aux anciens. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement et typiquement lors de la domestication. Donc ce qui se passe, c'est un peu un goulet d'étranglement. On a de la variabilité génétique dans l'ancêtre ancestral. On sélectionne quelques individus pour certains caractères, mais du coup, on perd énormément de la diversité génétique. Alors, on laisse tomber la diversité génétique qu'on ne veut pas, qui donne des caractères qu'on ne souhaite pas, mais aussi, du coup, on abandonne plein de variabilités génétiques qui auraient pu être avantageuses, et on sélectionne
par autostop, il peut arriver des mutations délétères. On l'avait vu dans l'exemple chez l'homme, où à chaque fois qu'il y a eu un effet de fondation, comme chez les Amish ou au Canada, au Saguenay, il y a un petit nombre de fondateurs qui a fondé une nouvelle population. Et bien souvent, il y a une fréquence énorme de maladies génétiques, parce que juste par hasard, il suffisait qu'il y ait un porteur au départ parmi 30 qui était porteur d'une maladie génétique. Et du coup, ça c'est surreprésenté par rapport à la population initiale. Donc c'est assez connu et classique en évolution. Quand il y a un effet de fondation comme ça, on fait augmenter en fréquence des mutations délétères qui causent des maladies génétiques. Donc, par exemple, chez le bulldog, on a fortement sélectionné pour une tête toute plate, mais du coup, ils arrivent à peine à respirer, ils n'arrivent plus à se reproduire tout seuls, on est obligé de les inséminer. Il y a un fardeau génétique énorme dû à cette sélection récente et très forte. Après, il y a aussi des caractères qu'on a sélectionnés. Par exemple, donc vous voyez un équivalent de la banane sauvage avec des graines, parce qu'un fruit, c'est sélectionné pour une plante pour disperser ses graines. Donc elle met des ressources dans ses fruits pour que les animaux les mangent et aillent disperser ses graines. Donc là, on voit il y a un peu de ressources autour de graines qui va attirer des animaux qui vont les manger et qui, du coup, vont disperser ces graines plus loin. Mais nous, évidemment, ce qu'on préfère, c'est avoir plus de ressources dans le fruit et moins de graines qui ne nous intéressent pas. Et donc, on a sélectionné, effectivement, pour des gros fruits, sans graines. Mais du coup, évidemment, ces individus-là, ils seraient incapables de se reproduire tout seuls dans la nature actuellement. Donc, comme je disais, souvent, de façon... Alors, ce qu'on appelle une pression de sélection relâchée, c'est-à-dire qu'on a sélectionné sur certains caractères, pas forcément tous les caractères à la fois, et donc il y a souvent des gènes de maladies, de résistance à des maladies qui ont été perdus et qui sont seulement présents chez les populations sauvages. Et donc ça pose problème à cette énorme baisse de diversité génétique parce que ça augmente le fardeau génétique, les mutations délétères ont augmenté en fréquence, et aussi ça réduit notre possibilité d'améliorer, de continuer à améliorer, et en particulier les pathogènes évoluent sans cesse, et donc on ne peut pas juste, on me dit la biodiversité c'est un équilibre dynamique, en particulier face à des pathogènes qui évoluent sans cesse, et donc si on a une base génétique très réduite dans nos cultures, on ne va pas pouvoir les adapter à des nouveaux pathogènes qui évoluent par exemple, ou à des nouvelles usages qu'on pourrait avoir envie. Et donc ça, c'est Nicolas Vavilov l'avait déjà dit il y a longtemps. Donc c'était un scientifique russe qui a travaillé sur la domestication et les centres d'origine. C'est lui qui a identifié les centres d'origine de domestication en disant qu'il devait y avoir plus de variabilité génétique dans ces centres de domestication. Et surtout qui a appuyé l'importance de la diversité génétique dans les cultures, justement, pour pouvoir continuer à les y améliorer, pour qu'elles puissent continuer à être résistants à des pathogènes. Et donc, avec vraiment l'idée de la création en variété qui a prévalu pendant longtemps lors de la domestication, c'est-à-dire plusieurs centres de domestication, avec une adaptation locale, des variants génétiques un peu différents, des flux de gènes quand même, des échanges de graines qui permettent une adaptation plus rapide. Mais le fait qu'il y ait eu pendant longtemps des améliorations variétales dans plusieurs centres séparés, quand même isolés, ça permettait de maintenir globalement beaucoup plus de diversité génétique, de variété, et donc de maintenir de la variabilité génétique qui peut être utile dans le futur. Et donc, il a fini en prison, parce que c'était à l'époque où il y a eu un débat très fort en URSS entre l'influence de la génétique et de l'environnement. Donc, il y avait Lysenko à l'époque qui disait que c'était seulement l'environnement qui comptait, et d'ailleurs qui s'était approprié la découverte de la vernalisation des graines, c'est-à-dire le fait de faire une période de froid pour lever la dormance des graines, en disant, vous voyez, il n'y a que l'importance de l'environnement, puisqu'on arrive à faire germer maintenant le blé en leur donnant un peu de froid. Et donc Vavilov appuyait l'importance de la génétique sur l'amélioration variétale, la différenciation, l'adaptation locale. Et donc il a été mis en prison parce que ça ne correspondait pas du tout à la volonté politique de l'époque, et il est mort rapidement en prison. Et donc il avait parcouru le monde pour étudier ces centres de domestication. Et donc il a montré qu'il y avait quelques centres de diversification, donc avec plus de variance phénotypique et génétique de ces plantes-là.
donc le croissant fertile en Amérique du Sud. Et donc c'est des centres de diversité. Donc on va voir maintenant d'autres exemples de domestication donc sur lesquels nous on a travaillé dans notre équipe, sur les pommiers et les champignons du fromage. Donc le pommier actuel, avec une seule tige parce qu'il est greffé, des grosses pommes, différentes variétés de pommes de couleurs différentes. Donc on a essayé de s'intéresser à quelle était l'histoire de la domestication, quel type de sélection il y a eu. Alors les pommiers, donc c'est le genre Malus en latin, et donc il y avait un assez grand débat sur combien d'espèces il y avait. Chez les plantes, c'est assez difficile souvent de mettre des limites d'espèces, qui n'est pas forcément très important. Mais, l'idée principale, c'était qu'il y avait 5 espèces majeures de Malus en Europe. Malus sylvestris, qui est dans les forêts européennes, qui est dans les forêts mais dispersées, c'est-à-dire on trouve un pommier par-ci par-là, un pommier sauvage, donc avec des pommes assez petites. Ici, le Malus orientalis, avec aussi des petites pommes. Là, c'est le pommier cultivé qu'on appelle Malus domestica. Ici, on a Malus siversi. Et ici, ça forme vraiment des forêts entières de pommiers, et avec des pommes relativement grosses. Et là, on a Malus baccata, tout à l'est, avec des encore plus petites pommes qu'on voit ici. Donc, sur la base de caractères morphologiques, il y avait 5 espèces de pommiers qui étaient suggérées, mais ce n'était pas très clair. Il y avait quand même des ressemblances, il y avait l'air on est capable de les croiser, donc ce n'était pas très clair si c'était vraiment des espèces différentes. Et en fait, Vavilov avait déjà suggéré que le pommier sauvage asiatique dans les forêts du Tianshan devait être la population sauvage issue de la population ancestrale qui a permis la domestication du pommier, parce qu'effectivement, il fait des pommes qu'on pourrait retrouver sur les marchés, qui ressemblent vraiment aux pommiers cultivés. Donc il y a des forêts énormes uniquement, il y avait des forêts parce que c'est menacé de déforestation, forêts énormes de pommiers avec que du pommier. Et donc sur la base de quelques gènes, il y a une étude qui avait montré qu'effectivement le pommier sauvage asiatique se regroupait, donc ici en jaune et en noir on a le pommier cultivé. Et donc on voit qu'ils sont mélangés là dans un arbre, alors que le pommier sauvage européen était bien séparé. Donc il y avait l'air d'avoir effectivement une différenciation génétique entre le pommier sauvage européen et le pommier sauvage cultivé et asiatique, mais mélangé. Donc on pouvait même se demander, il avait même été dit qu'il n'y avait peut-être même pas eu de domestication chez le pommier, que c'était juste qu'on avait ramené en Europe Malus siversi, le pommier sauvage asiatique. Alors pourquoi est-ce que le pommier sauvage asiatique fait des plus grosses pommes que les pommiers sauvages européens ? Probablement parce qu'il y a eu une sélection par des gros mammifères qui préféraient des encore plus gros fruits que les mammifères qui mangent les pommes dans nos forêts européennes. Et donc l'idée c'était que par les routes de la soie, à l'époque des Romains, on avait ramené quelques individus du pommier sauvage asiatique directement en Europe, sans presque de domestication, et qu'on cultivait en fait le pommier sauvage asiatique. Donc pour tester cette hypothèse, on a étudié avec des marqueurs génétiques ces différentes populations. Alors, on utilise des marqueurs, ce qu'on appelle des marqueurs génétiques neutres. Et là, à l'époque, on a étudié des marqueurs microsatellites, c'est-à-dire des répétitions en tandem d'un petit motif dans le génome, parce qu'en général, ces motifs sont hyper variables. C'est-à-dire qu'un individu peut avoir 15 répétitions, un autre individu 16, un autre... Donc, c'est des marqueurs très polymorphes, à beaucoup de variabilité génétique. Donc, c'est très utile pour savoir quels individus sont plus proches génétiquement des autres, comme il y a beaucoup de variations à ces génomes-là, à ces locus-là. Et donc en faisant migrer sur gel, on voit la taille des fragments et donc le nombre de répétitions de façon assez facile. Alors pourquoi on s'intéresse à des marqueurs comme ça qu'on appelle neutres, c'est-à-dire pas soumis à sélection ? Parce que si on prend un marqueur qui est soumis à sélection, on ne peut pas retracer l'histoire démographique des populations. Par exemple, si on veut savoir comment l'être humain est sorti d'Afrique et par quelle route, si on regarde la couleur de la peau, on ne va pas retracer l'histoire démographique
de l'espèce humaine, on va retracer l'histoire de la sélection sur la couleur de la peau. Il y a une sélection pour des peaux sombres pour se protéger du soleil proche de l'équateur et une sélection pour des peaux claires loin de l'équateur parce qu'au contraire, il n'y a pas assez de lumière pour synthétiser de la vitamine D. Donc la couleur de la peau reflète vraiment la sélection sur la couleur de la peau et pas l'histoire de la colonisation de l'être humain du globe. Si on veut retracer que l'homme est sorti d'Afrique et est passé par ici, et donc ces populations sont plus proches génétiquement que ces populations, il faut prendre des marqueurs neutres qui ne sont pas soumis à sélection. Et donc là, qui vont vraiment juste retracer la parenté des individus, l'histoire des individus. Donc quand on veut tracer comme ça l'histoire des populations, leur diversification, et pas l'histoire de la sélection, il faut des marqueurs neutres. Donc avec ces marqueurs neutres, on a génotypé, regardé dans ces 5 espèces qui étaient décrites. Et donc, comme je vous ai dit, c'est toujours le même principe. Une barre verticale, c'est un individu, et la couleur correspond au groupe génétique auquel il est assigné. Et donc, on avait effectivement retrouvé un groupe génétique pour chacune des 5 espèces avec un nom latin qui avait été décrit. Donc, ça montrait bien qu'il y avait bien une réalité biologique derrière ces 5 noms latins, et en particulier que le pommier cultivé formait bien un groupe spécifique différencié du pommier sauvage asiatique. Donc, ce n'est pas juste qu'on avait ramené le pommier sauvage asiatique en Europe. Il y avait bien eu différenciation. C'est un groupe génétique à part, différent. Mais contrairement aux chiens, aux pigeons, au maïs et aux chevaux, on n'a pas trouvé de baisse énorme de diversité génétique dans le pommier cultivé. Il a à peu près, voire plus, de diversité génétique que les populations sauvages. Et alors, en regardant un peu plus près, donc, ce qu'on a fait, c'est ces mêmes assignations à des groupes génétiques, mais par paire d'espèces. Donc, à chaque fois, là, on a le pommier cultivé en vert et une espèce de pommier sauvage. Donc, ici, du Caucase, le pommier sauvage asiatique, le pommier sauvage européen, et Malus baccata de Sibérie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on a bien 2 groupes complètement différenciés. Un groupe ici en vert pour le pommier cultivé et un groupe en rouge pour l'espèce sauvage. Donc, on a vraiment des groupes différenciés. Mais de façon intéressante, on voit ici plein de rouge dans le vert, dans le pommier sauvage, quand on compare au pommier sauvage européen. Donc là, en rouge, on a le pommier sauvage européen. En vert, on a le pommier cultivé. Et donc, on voit qu'on a plein de rouge dans le vert. Ça veut dire qu'il y a eu plein de flux de gènes du pommier sauvage européen vers le pommier cultivé. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu là, une différenciation des espèces. On a effectivement domestiqué le pommier cultivé depuis le pommier sauvage asiatique. On l'a ramené en Europe par les routes de la soie. Mais en Europe, il y a eu plein de flux de gènes du pommier sauvage européen au pommier cultivé, qui est en fait maintenant un hybride entre le pommier sauvage asiatique et le pommier sauvage européen, et qui fait qu'il a gardé plus de diversité génétique et qui forme un groupe génétique à part, différencié du pommier sauvage asiatique. Donc effectivement, on a bien domestiqué le pommier depuis le pommier sauvage asiatique, on l'a ramené par les routes de la soie, mais arrivé en Europe, il y a eu plein d'introgressions de flux de gènes, de pollinisation du pommier cultivé par le pommier sauvage européen. On a aussi essayé d'identifier sur quel gène il y avait une sélection chez le pommier et pour quel caractère. Donc ce qu'on a trouvé de façon intéressante, c'est qu'il y avait, et on l'a trouvé dans plein aussi d'autres cultures, lors de la domestication des cultures, et Maud vous en parlera chez le maïs, c'est les rôles de ces gènes sauteurs dont je vous avais parlé, c'est ce qu'on appelle les éléments transposables. C'est des éléments égoïstes dans les génomes qui sont capables de s'auto-répliquer, donc qui codent juste pour leur propre réplication, et donc qui se copient et se collent dans les génomes. Donc on appelle ça des éléments égoïstes parce qu'en général, ils ne servent à rien pour le génome hôte, voire ils sont délétères parce qu'ils s'insèrent dans les gènes, ils peuvent causer des mutations délétères, mais ils se répandent parce qu'ils sont capables de se copier-coller. Donc c'est un peu des parasites du génome, c'est complètement des parasites du génome.
Mais de temps en temps, ils peuvent avoir un effet bénéfique, par exemple en changeant la régulation d'un gène. On avait vu, même dans l'espèce humaine, ça a pu jouer. Et là, donc, il y a un de ces gènes sauteurs, de ces éléments transposables, qui s'est inséré dans une région régulatrice et qui est responsable d'une taille de pomme plus gros. Et donc on a pu le montrer en construisant des mutants qui n'avaient pas cet élément transposable et qui donnaient effectivement des tout petits fruits. Mais cet élément transposable, ce gène sauteur qui permet de faire des fruits plus gros, il était déjà présent chez le pommier asiatique, mais on l'a fait augmenter en fréquence dans le pommier cultivé, et donc probablement il a été déjà sélectionné de façon naturelle par des gros mammifères, en particulier les ours qui mangent ces fruits des pommiers asiatiques. Et donc cet allèle, ce variant génétique, il est très peu présent dans les pommiers sauvages européens et Malus baccata. Et par contre, il est déjà un peu présent chez le pommier sauvage asiatique et très présent, très fréquent chez le pommier cultivé. Et pour la couleur, on a sélectionné certaines variétés de pommes pour une couleur rouge. Et de la même façon, il y a un élément transposable, un gène sauteur, qui s'est inséré en amont d'un gène et qui cause cette couleur rouge. Et donc il y a plein d'exemples comme ça où ces petits gènes sauteurs, qui souvent sont délétères, parfois ils peuvent causer une mutation avantageuse qui va être sélectionnée. Et donc en étudiant la domestication du pommier, donc on a vu qu'il y avait eu des flux de gènes du pommier sauvage européen vers le pommier cultivé, mais il y a aussi des flux de gènes dans l'autre sens, du pommier cultivé vers le pommier sauvage européen. Le pollen des vergers se disperse dans les forêts par les pollinisateurs et peut féconder les fleurs des pommiers sauvages dans les forêts et donner des hybrides dans les forêts. Et donc, ce qu'on a vu, donc on a fait toujours ce même type de graphique avec une barre par individu. En jaune, ça va être le groupe du pommier sauvage européen, et en noir, là, le pommier cultivé. Donc on voit que les deux groupes sont différenciés, mais on voit que dans les forêts, il y a même des individus qui sont complètement noirs. Donc il y a vraiment même des individus pommiers cultivés qui ont dispersé dans les forêts, et puis plein d'individus hybrides qui sont moitié-moitié, un tiers, deux tiers, et ceux dans toute la France, dans toutes les forêts de France, plus ou moins. Même les graines qu'on vend comme du pommier sauvage européen, en fait, c'est tous des hybrides, voire même juste du pommier cultivé. Là, quand on achète des graines qui sont soi-disant du Malus sylvestris, du pommier sauvage européen, en fait, on n'a jamais trouvé aucun Malus sylvestris pur. C'est que des hybrides ou complètement des pommiers cultivés. Il n'y a que l'ONF qui a une filière de graines vraiment génétiquement pures de pommiers sauvages européens, mais qui viennent que de 3 arbres. Et donc on est en train de replanter des pommiers sauvages européens, mais à partir d'une base génétique très très faible, ou même à partir d'hybrides. Et donc évidemment, ça menace l'intégrité génétique des pommiers sauvages européens. Et de façon pas étonnante, on a pu montrer qu'il y a une association statistique entre la taille des vergers, le nombre de vergers, plein de facteurs anthropogéniques sur la quantité d'hybrides qu'il y a dans les forêts. Plus la forêt est proche de plus grands vergers et d'un plus grand nombre de vergers, plus il y a d'hybrides dans les forêts. Et donc on s'est dit, il y a peut-être des hybrides, mais ce n'est pas très grave, ils auront une moins bonne valeur sélective, ils vont pousser moins vite, mais en fait c'est le contraire. Ce qu'on a pu montrer en faisant des expériences, en les faisant pousser en serre, c'est que les hybrides et les pommiers cultivés purs, ils ont une émergence plus précoce, une croissance plus rapide, évidemment, ils sont sélectionnés pour ça, que les pommiers sauvages européens. Et donc, en fait, les hybrides ont un avantage dans les forêts pour germer, et donc ça va aggraver le problème des flux de gènes. Et donc, alors, lors de la domestication, je vous ai dit, le problème c'est qu'on a sélectionné souvent tellement fortement qu'on a oublié une grande part de variétés génétiques, et en particulier des gènes de résistance aux maladies. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller dans les populations de pommiers sauvages, on repère des gènes de résistance aux maladies et on les introgresse, on met ces gènes dans les pommiers cultivés pour qu'ils soient résistants aux maladies. Donc, par exemple, c'est ce qu'on avait fait, on avait repéré un gène de résistance à la tavelure. Donc les pommes, c'est les fruits qui ont le plus de pesticides. Ils ont au moins 16 traitements chaque année pour éviter en particulier la tavelure.
Donc pour essayer de réduire les pesticides, on dit on va introduire des gènes de résistance. Donc on est allé chercher ces spomiers ornementales, un gène de résistance à la tablure qu'on a introgressé par des croisements dans le pommier cultivé. Seulement, en quelques générations, en quelques années, le pathogène, il a fait exactement pareil. Le champignon pathogène responsable de la tablure, il a introgressé le gène qui permet de contourner la résistance dans ce pommier ornemental. Il l'a intégré dans son génome et il est devenu capable d'infecter ces pommiers résistants à qui on avait introduit ce gène-là. Et donc on a fait ça de façon répétée, on a introduit de façon répétée des nouveaux gènes de résistance chez les pommiers qui ont été contournés à chaque fois par le pathogène, et c'est globalement le cas chez les cultures. En quelques années, en général, quand on sort une nouvelle variété résistante, en quelques années, les pathogènes arrivent à contourner, à évoluer des résistances. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, du coup, c'est que, de façon involontaire, on a pestifié le pathogène. C'est-à-dire qu'à force d'introduire des résistances sans cesse dans le pommier cultivé, le pathogène a évolué sans cesse des nouvelles virulences, il est devenu beaucoup plus virulent, beaucoup plus agressif, et maintenant il est plus agressif, y compris sur les pommiers sauvages. Vous voyez ici le pourcentage de maladies sur le pommier cultivé, suivant si le champignon responsable de la tavelure, il vient des populations sur pommiers sauvages, c'est des champignons hybrides, ou il vient des pommiers de la population qui attaque le pommier cultivé. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le pommier cultivé, de façon pas étonnante, il n'y a que le pathogène du pommier cultivé qui arrive à l'infecter, puisque c'est lui qui a évolué plein de nouvelles virulences pour contourner toutes les résistances qu'on a introduites. Le pathogène sauvage n'est pas capable d'infecter ce pommier cultivé. Par contre, sur le pommier sauvage, donc là sur le pommier sauvage asiatique, le champignon agricole du pommier cultivé est beaucoup plus agressif que son propre pathogène. Donc on a bien pestifié le pathogène, on l'a rendu plus virulent, plus agressif, et y compris sur les populations de pommiers sauvages. Et donc globalement, les populations de pommiers sauvages, que ce soit en Asie ou en Europe, sont gravement menacées de disparition par la déforestation, par les flux de gènes depuis le pommier cultivé en Europe, mais aussi en Asie, qui menacent son intégrité génétique, et par ces pathogènes qu'on a pestifiés qui attaquent les pommiers sauvages. Donc en conclusion, il y a une histoire assez complexe de la domestication du pommier, avec une contribution génétique de plusieurs espèces sauvages au pommier cultivé, et des pathogènes pestifiés qui menacent les populations sauvages, en plus des flux de gènes du pommier cultivé. Donc je vais passer maintenant à ce qu'on a étudié sur les champignons du fromage. Et en particulier donc, ce Penicillium roqueforti qui permet de maturer, d'affiner le fromage bleu et de faire ces arômes et cette couleur spécifique, et donc le Penicillium camemberti qui fait la croûte des brie et des camemberts. Donc déjà juste un petit rappel sur ce que c'est que les champignons. Pendant longtemps, ils ont été classés comme des plantes, mais maintenant qu'on arrive à retracer l'arbre de la vie en séquençant des morceaux d'informations génétiques, donc ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux groupes très différents de bactéries. Il y a les bactéries, ce qu'on appelle les archées, avec chacune une diversité énorme. Ici, le groupe des eucaryotes, donc avec des vrais noyaux. Ici, les plantes. Et vous voyez ici les animaux, et là, les champignons. Donc les champignons sont vraiment très très proches génétiquement des animaux. D'ailleurs, ils forment ce qu'on appelle ensemble, animaux et champignons, des opisthocondtes. C'est vraiment une lignée, avec les champignons étant très proches des lignées animales, et donc un bon modèle pour les étudier. Et on a domestiqué plein de champignons pour faire de la nourriture assez intéressante. La levure Saccharomyces cerevisiae pour faire de la bière, du vin, du pain. Il y a des champignons pour maturer les charcuteries, pour maturer le fromage, et des champignons évidemment qu'on mange comme ça, le champignon de Paris, et d'autres pour fermenter d'autres produits. Donc on a domestiqué, en tout cas on utilise une grande variété de champignons pour faire de la nourriture. Et ils sont intéressants parce qu'ils ont des tout petits génomes compacts par rapport. Autant ils sont très proches des animaux, mais ils ont des génomes beaucoup plus compacts, avec en particulier très peu de ces éléments transposables, ces gènes sauteurs. Il y en a peut-être en général 10% seulement dans les génomes, alors que par exemple dans le maïs, il peut y avoir 70% du génome qui sont faits de ces éléments égoïstes.
On peut faire des expériences en laboratoire, et donc c'est une lignée très proche des animaux. Donc on utilise les champignons pour faire de la nourriture fermentée, mais aussi pour des antibiotiques. Ils ont été découverts au départ par Alexander Fleming, la première antibiotique, la pénicilline, par hasard. Il avait observé, il cultivait des staphylocoques, et il a observé qu'autour d'un contaminant, d'un pénicillium, ces bactéries n'arrivaient pas à pousser. Et effectivement, parce que le champignon, pour se défendre contre ses compétiteurs, il sécrète des molécules toxiques qui tuent les bactéries. Et donc c'est comme ça qu'il a découvert qu'il y avait un antibiotique et qu'après qu'on a pu les utiliser en médecine pour tuer les bactéries. Après on en a découvert d'autres. Et donc on a sélectionné, il y a des gènes qui ont été dupliqués, il y a eu plusieurs gènes. On a sélectionné pour des lignées de champignons qui en faisaient plus, qui produisent aussi qui permettent de faire du métabolisme divers, aussi des pigments. Donc c'est des organismes qu'on a domestiqués pour plein d'usages. Donc, le champignon qui est principalement étudié à propos de la domestication, c'est la levure, Saccharomyces cerevisiae. Et donc là, vous voyez, il y a plein de groupes génétiques. Donc c'est un arbre, plus les souches, les individus sont proches sur l'arbre, plus ils sont proches génétiquement. Et donc on voit qu'il y a plusieurs groupes et qui correspondent à des usages différents. Donc on a domestiqué de façon indépendante, répétée, la levure. Alors pendant longtemps, on ne savait même pas où la levure était dans les conditions sauvages, on ne l'avait jamais trouvée dans les environnements naturels. Et en fait, on l'a trouvée dans des chênes, dans la sève. Donc là, on a quelques populations sauvages. Mais donc là, on a une population spécifique pour le vin, une population spécifique utilisée pour la fermentation du rhum, des populations dans le fromage, dans le pain, la bière, le vin de palme, le saké, et une autre population sauvage dans les chênes. Donc on a domestiqué de façon répétée la levure, et effectivement on a pu, pareil, trouver des traces de domestication dans les génomes, de sélection, en particulier des gènes qui ont été dupliqués pour fermenter de façon plus efficace, par exemple. Et il y a aussi beaucoup d'hybrides dans ces levures qui permettent d'acquérir des nouveaux caractères. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement des champignons filamenteux utilisés pour affiner le fromage. Et donc, en particulier ce Penicillium camemberti. Donc là, vous avez ici une phylogénie des pénicilliums, donc plein d'espèces différentes de pénicillium. Et donc la plupart, en fait, sont des pathogènes de fruits, ce qu'on dit des saprophytes, c'est-à-dire qu'ils vont faire pourrir des fruits ou des plantes. Donc on voit ici, c'est pour ça qu'on les appelle des pénicilliums, ils forment des espèces de pinceaux qui portent les spores. Donc il y a plein d'espèces qu'on peut trouver aussi dans le sol. Et donc on a là ici le Penicillium rubens qui fait la pénicilline. Mais on a domestiqué, enfin en tout cas utilisé des espèces un peu dispersées dans la phylogénie. Donc, par exemple ici le Penicillium camemberti, donc, qui fait cette couverture blanche sur les bris et les camemberts. Et ici le Penicillium roqueforti. Donc on voit qu'ils sont assez éloignés dans la phylogénie. Et on a pu même dater leur différence de 30 millions d'années, c'est-à-dire autant que la différence entre l'homme et le singe araignée. Donc, ils s'appellent tous les deux pénicillium, camemberti et roqueforti, mais il faut bien comprendre que leur différenciation génétique est extrêmement ancienne. Et donc, s'ils se sont adaptés au milieu fromage, si on a effectivement domestiqué et sélectionné pour des caractères avantageux pour faire du bon fromage, ça représente une adaptation convergente, répétée, parallèle au même milieu. Et donc ça, c'est vraiment intéressant en évolution pour essayer de voir si on exerce la même sélection sur deux lignées très différentes, est-ce qu'on va avoir la même réponse ? Et si on a la même réponse, est-ce qu'elle est faite par des changements au même gène ? Donc, est-ce qu'on a de la convergence phénotypique ? Et est-ce que du coup cette convergence, elle est due au même mécanisme génétique ou pas ? Donc c'est vraiment intéressant pour comprendre l'évolution, pour savoir si l'évolution est répétable, par exemple. Il y a Stephen Jay Gould qui disait dans son livre La vie est belle, si on repasse le film de la vie, on ne va jamais avoir la même chose, il y a trop de contingences, trop de hasard. Mais si on peut montrer qu'avec une même sélection sur un même milieu, on a 2 fois, 3 fois, 4 fois la même chose par les mêmes mécanismes génétiques, ça nous montre que l'évolution n'est pas si stochastique, contingente que ça, et qu'elle peut même être répétable, voire prédictible. Donc c'est vraiment intéressant d'étudier la convergence et donc l'adaptation
de lignées indépendantes, indépendamment au même milieu. Donc, quel caractère on a pu sélectionner chez ces champignons du fromage? Qu'est-ce qui peut faire du bon fromage? Donc, comment on fait du fromage bleu, par exemple? Donc, au départ, il devait y avoir une contamination un peu accidentelle d'un champignon qui fait pourrir d'habitude le pain ou autre chose. Et on a trouvé ça intéressant. Et du coup, les gens se sont mis à mettre ils se sont dit, ce champignon qui donne des choses intéressantes dans le fromage, il ressemble à du pain moisi. Donc, ils se sont mis à mettre du pain moisi dans le fromage et ça donnait des choses effectivement assez intéressantes. Donc, ils se sont mis à cultiver ce champignon spécifiquement. Donc, ils faisaient du pain de seigle comme ça, en brûlant vraiment la croûte à l'extérieur pour éviter qu'il y ait des contaminations de l'extérieur et en inoculant à l'intérieur le champignon qui avait fait du bon fromage l'étape d'avant pour cultiver vraiment ces spores et pour pouvoir les remettre. Donc, ils en faisaient de la poudre comme ça qu'ils remettaient dans le lait, dans le fromage pour maturer le fromage. Donc maintenant, évidemment, on le cultive de façon hyper stérile pour éviter d'avoir des pathogènes. Et la plupart des producteurs achètent des solutions de spores comme ça qui ont été cultivées sur boîte de pétri de façon hyper stérile, principalement à Aurillac. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir de la sélection, puisque les gens cultivaient spécifiquement certaines souches qui avaient donné du bon fromage. Et donc, ils ont pu sélectionner sur la couleur, par exemple, pour faire du fromage plus bleu, des bons arômes. Peut-être qu'il y a une sélection sur le fait de digérer plus ou moins vite les sucres du lait et les lipides. Il y a pu y avoir une sélection sur les toxines. Donc, les antibiotiques, c'est des toxines que produisent les champignons pour se débarrasser de leurs compétiteurs. Et la plupart des champignons produisent des toxines, ce qu'on appelle les mycotoxines. Et donc, est-ce qu'on a sélectionné pour moins de toxines pour pas qu'il y en ait dans le fromage, ou est-ce qu'ils ont perdu leurs toxines parce qu'elles étaient plus utiles, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs dans le fromage, ou au contraire, il peut y avoir quand même des contaminants dans le fromage. On voit ici, c'est un aspect pas très agréable, on ne veut pas ce type de contamination. Donc, est-ce qu'on a au contraire sélectionné des souches de champignons qui produisent plein de toxines pour éliminer des compétiteurs? On a aussi pu sélectionner pour une tolérance au sel, puisque justement pour éviter ce genre de fromage, on sale énormément les fromages parce que c'est un poison, le sel, pour éviter qu'il y ait comme ça des champignons non désirés. Et puis il peut y avoir, comme on a vu chez le cheval et plein d'organismes domestiqués, est-ce qu'il y a eu une dégénérescence? C'est-à-dire que le fait d'avoir sélectionné éventuellement certaines souches de champignons fait qu'il y a des caractères. On a sélectionné, du coup, par autostop, des caractères délétères. Donc, on a comparé ces différents caractères et on a comparé les génomes pour voir les traces d'adaptation génomique. Et donc, la première chose qui a été frappante, en fait, c'est en comparant les génomes complets du Penicillium camemberti et du Penicillium roqueforti, c'est qu'en fait, il y avait eu des transferts horizontaux de gènes récents. C'est-à-dire qu'ils sont très différenciés. Je vous ai dit, leur différence date d'il y a 30 millions d'années, donc ils ont de la différence tout le long du génome. Mais il y avait des énormes parties du génome, avec genre 200 gènes, identiques à 100%. Même dans les régions des gènes qui codent pour rien, dans les introns, Et donc ça, c'est pas possible, sauf s'ils se sont passés ces régions génomiques hyper récemment. Et ils ne peuvent pas le faire par reproduction sexuée, parce que c'est des espèces beaucoup plus trop lointaines qui ne peuvent pas se reproduire entre elles. Donc probablement, ils se le sont passés par ce qu'on appelle transfert horizontal, par structure végétative. Donc les champignons, ils sont capables de faire des anastomoses, ils en font tout le temps quand un mycélium pousse, ils fusionnent toujours avec le voisin, sauf si le voisin est trop différent, donc il y a des gènes de reconnaissance du non-soi. Mais il y a souvent des anastomoses et des fusions qui peuvent effectivement autoriser des transferts de gènes horizontaux de passage d'ADN d'un noyau à l'autre. Et donc, il y avait eu spécifiquement entre ces deux champignons du fromage des passages d'énormes régions génomiques par transferts horizontaux récents, et donc probablement adaptatifs sous sélection dans les temps humains. Il n'y a aucune différence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mutation qui s'est accumulée entre ces régions transférées récemment, qui montre que c'est vraiment très, très récent à l'échelle humaine récente. Et donc, dans ces régions, de façon intéressante, il y a justement des gènes de métabolisme du lactose et du galactose
Donc on a probablement sélectionné ces transferts horizontaux pour une digestion plus efficace des sucres du lait, et des gènes impliqués dans la compétition contre des compétiteurs. Et donc on a peut-être effectivement sélectionné pour une meilleure aptitude à exclure des compétiteurs des contaminants non désirés. Et donc ces transferts horizontaux, donc ça permet évidemment une adaptation très rapide au même environnement. Et ces gènes-là, on les a trouvés chez aucun autre Penicillium. Ça a l'air d'être des gènes de champignons, mais on n'a pas trouvé pour l'instant de quelle espèce ils les avaient acquis. Mais ils ont acquis tous les deux, ces deux génomes ont acquis indépendamment exactement les mêmes régions, les mêmes gènes adaptatifs d'une autre espèce. Et donc ça représente une adaptation convergente, parallèle, pour une adaptation au même milieu. Donc on a essayé d'étudier un peu de façon plus approfondie le Penicillium roqueforti, donc responsable du fromage bleu. Donc, tous les fromages dans le monde entier utilisent la même espèce, Penicillium roqueforti, pour affiner. Mais on trouve aussi ce champignon, cette même espèce, dans d'autres environnements. On le trouve dans l'ensilage pourri. Donc l'ensilage, c'est du matériel végétal fermenté qu'on donne à manger au bétail. Et quand il est mal conservé, quand l'oxygène arrive, des fois il faut pourrir, et c'est le Penicillium roqueforti qui est là et qui produit des toxines, pour le coup vraiment délétères pour le bétail, qui peuvent vraiment rendre malade ou tuer le bétail. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Et on le trouve de temps en temps dans du bois, mais pas du bois naturel, du bois de construction. Et surtout en contaminants alimentaires, du yaourt moisi, du pain moisi, des fruits moisis. Et donc on s'est demandé, est-ce que ces contaminants alimentaires, c'est des populations férales, c'est-à-dire échappées du fromage, parce que c'est juste les spores du fromage qui dispersent et qui contaminent dans nos frigos, ou est-ce que c'est des populations au contraire sauvages, à partir desquelles on a domestiqué le champignon du fromage? Et pareil, l'ensilage, est-ce que c'est la même population? Est-ce que c'est des populations échappées du fromage, ou au contraire des populations sauvages d'où on aurait domestiqué les populations du fromage? Donc pour faire ça, pareil, on a séquencé les génomes et on a essayé de reconstruire, là sur la base de marqueurs neutres dans le génome, l'histoire démographique. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé deux groupes de champignons du fromage. Un groupe avec pratiquement aucune diversité génétique dans tous les fromages du monde entier, la même lignée clonale dans tous les fromages du monde entier. La seule population où il y avait un peu de diversité génétique et qui était différente, c'est la population qu'on trouve spécifiquement dans l'AOP Roquefort. Et deux populations différentes, une dans le bois et les contaminants alimentaires et une autre dans l'ensilage. Donc ce n'est pas des populations férales, puisqu'elles ne sont pas mélangées. Si c'était des populations échappées du fromage, on les trouverait groupées avec les populations du fromage. Ce n'est pas le cas. On trouve des populations spécifiques qui ont l'air adaptées à être contaminants alimentaires ou adaptées à contaminer l'ensilage. Mais ce n'est ni des populations sauvages, parce que si c'était des populations qui auraient donné les champignons du fromage, on devrait trouver les champignons du fromage qui se branchent à l'intérieur, qui sont originaires de ça. Là, on trouve des populations séparées. Et donc très peu de diversité génétique, même chez les populations du roquefort, mais encore moins. Donc c'est comme si on avait sélectionné très récemment une seule lignée clonale utilisée pour tous les fromages du monde entier, sauf à Roquefort, protégé par l'AOP, puisque l'AOP a un cahier des charges qui dit en particulier qu'on est obligé d'utiliser les souches locales de Roquefort. Et donc on n'a pas pu remplacer les souches de Roquefort par cette lignée clonale. Donc là, l'AOP a protégé, conservé un peu de diversité génétique. Donc une autre façon de représenter ce qu'on a reconstruit, les transferts horizontaux dont je vous ai parlé sont présents que dans la lignée non Roquefort, que dans cette lignée clonale utilisée dans le monde entier. On ne le trouve pas ni dans la population Roquefort, ni dans les populations d'ensilage ou de contaminants alimentaires, ce qui montre que le transfert horizontal s'est fait là, dans ce super clone utilisé partout. On va voir qu'effectivement, il a plein de caractères avantageux pour faire du fromage. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu 2 domestications indépendantes pour faire du fromage, avec des goulets d'étranglement, de la perte de diversité génétique, mais moins forte dans la population de Roquefort grâce à l'AOP qui en a protégé. Et de façon intéressante, vous voyez que les populations d'ensilage et des contaminants alimentaires sont différenciées plus récemment que les populations du fromage. Donc ça doit être une adaptation beaucoup plus récente en fait, à ces milieux-là.
Et donc, les champignons qui font moisir notre pain ou nos yaourts, ce n'est pas juste des spores qui volent du fromage, c'est vraiment une population spécifique qui a l'air d'être adaptée à être un contaminant alimentaire. Et une lignée qui a acquis ces transferts horizontaux, qui n'a aucune diversité génétique, c'est une lignée clonale et qui est utilisée pour tous les fromages dans le monde entier. Et donc, on a essayé de regarder, est-ce qu'il y avait une évolution de caractère pour faire du bon fromage dans ces deux populations utilisées pour faire du fromage. Donc on a regardé, on a fait des fromages avec ces 4 populations et on a regardé est-ce qu'ils faisaient du bon fromage. Donc déjà on a regardé la quantité de bleu et donc vous voyez qu'effectivement les souches d'ensilage font des fromages moins bleus que les souches Roquefort. Et donc là on a le pourcentage de bleu sur les tranches et on voit que les 2 populations de fromage font effectivement des fromages plus bleus que les populations d'ensilage et de contaminants alimentaires. Donc on a probablement sélectionné pour des fromages plus bleus. On a regardé aussi si on avait sélectionné pour des arômes spécifiques. Donc on a mesuré les quantités de volatiles qu'on sait qui sont importants pour faire des bons fromages. Et d'ailleurs, même à l'odeur, les fromages qu'on a fait avec des souches d'ensilage sentaient vraiment juste rien. Les fromages qu'on a fait avec des contaminants alimentaires sentaient vraiment pas bon. La serpillière moisie, ça ne donnait vraiment pas envie. Et donc, il n'y a que les fromages faits avec les souches fromages qui donnaient un bon arôme, un bon goût. Donc, on a probablement sélectionné ces caractères. Donc, on voit effectivement ici la quantité de volatiles qui produisent ces bons composés qui donnent des notes fleuries, fruitées, crémeux. Et en particulier le 2-heptanol, qui est vraiment une molécule typique de la population Roquefort. On voit que la population Roquefort a plus d'arômes différents et plus forts que le clone qu'on utilise dans les autres fromages. Et donc on a regardé aussi la capacité à pousser sur un milieu laid, un milieu pauvre. Donc là, on a fait des boîtes de pétri avec du fromage et on a regardé comment poussait. Et donc on voit qu'effectivement, ce clone qu'on utilise pour tous les fromages, il pousse beaucoup plus vite sur fromage que la population Roquefort. Par contre, sur milieu pauvre, où il y a très peu de nutriments, il n'arrive pas du tout à pousser, alors que les souches de Roquefort arrivent à peine à pousser. Donc on a l'air d'avoir ce clone qu'on utilise partout a l'air d'avoir été sélectionné pour pousser plus vite, pour maturer plus vite les fromages, mais aux dépens de plus arriver à pousser dans des milieux pauvres qui effectivement ils rencontrent plus actuellement. Et on a regardé aussi, parce qu'on avait trouvé ces gènes qui avaient montré comme étant impliqués dans l'exclusion de compétiteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des boîtes de pétri avec des tapis de souches de Penicillium roqueforti et on a inoculé sur 3 points des compétiteurs. Ici le Penicillium biformé parce qu'il est bien blanc pour arriver à le voir. Et on voit qu'effectivement sur la souche Roquefort qui n'a pas les transferts horizontaux, dans cette population-là, le compétiteur il pousse beaucoup plus vite, beaucoup mieux que quand on le lie est la population non Roquefort qui a ces transferts horizontaux avec ces gènes responsables impliqués dans l'exclusion de compétiteurs. Donc on a l'air d'avoir aussi sélectionné pour ça dans le superclone utilisé partout pour une exclusion des compétiteurs. On a regardé aussi la production de toxines, d'une toxine en particulier qu'on connaît qui est délétère, et en particulier dans l'ensilage. Et effectivement, dans ce superclone non Roquefort, il y avait une délétion dans le gène. Il manquait un petit bout du gène qui fait qu'il est plus capable de produire cette toxine, l'acide mycophélomique. Donc peut-être on a sélectionné spécifiquement un fromage qui produit pas de toxine, une souche de champignon qui ne produit pas de toxine, ou peut-être c'est juste que la toxine est plus utile parce qu'il a moins de compétiteurs, et du coup on n'a pas contre-sélectionné cette mutation qui serait délétère dans l'environnement naturel. On a aussi regardé si la production de spores sur le pain, puisque c'était le milieu de culture ancestral pendant longtemps des souches de champignons pour faire du fromage. Et donc là, inversement, donc on a vu que partout ailleurs, c'est le clone non Roquefort qui était meilleur, qui poussait plus vite, qui excluait plus les compétiteurs, qui avait les transferts horizontaux. Ça a l'air d'être vraiment une super souche qu'on a sélectionnée récemment pour faire du bon fromage. À part qu'il a moins de volatiles intéressants, moins de diversité. Et par contre, ça, c'est la population de Roquefort qui poussait le mieux sur le pain, et donc qui est encore un peu cultivée sur des milieux qui ressemblent un peu à du pain. Et donc, si on retrace l'évolution des caractères dans nos 4 populations, donc la population Roquefort, non Roquefort, donc effectivement, on a l'air d'avoir sélectionné récemment
un clone qui avait acquis des gènes par transfert horizontal qui lui conféraient, qui font des fromages plus bleus, qui font qu'ils poussent mieux sur fromage. Il est plus compétitif, il produit plus de toxines. Je ne vous ai pas montré, mais il est aussi plus tolérant au sel. Mais aux dépens d'une perte énorme de diversité génétique. Il n'y a plus maintenant qu'un seul clone. Et à Roquefort, donc on a conservé un peu de diversité génétique. Il y a des arômes plus divers, plus forts, typiques du Roquefort. Plus de spores sur du pain, il fait plus de spores sur le pain. Et donc on a regardé, est-ce que cette perte de diversité génétique ici induit de la dégénérescence chez ces populations? Et effectivement, elles sont à peine plus capables de faire de la reproduction sexuée, ces populations du fromage, contrairement aux populations d'ensilage et de contaminants alimentaires. Donc vous voyez ici les pinceaux qui font les spores asexuées du champignon, qui font ces spores-là quand on les cultive sur du pain ou sur des boîtes de pétri, c'est de la culture végétative asexuée. Et par contre, on peut induire de la reproduction sexuée. On voit ici la croix, c'est les structures sexuées, ici les asques du champignon, où ils vont se faire une méiose et recombiner pour mélanger les gènes des deux parents. Donc on arrive à faire ces structures sexuées dans les populations d'ensilage et les populations des contaminants alimentaires, mais on n'arrive plus à le faire dans les populations du fromage, dans les mêmes conditions. Donc elles ont, à force de les cultiver de façon asexuée pendant plein de générations, il y a dû y avoir des mutations non contre-sélectionnées à ces gènes de reproduction sexuée. Ils ne sont plus capables de faire de la reproduction sexuée. Donc ça pose un problème pour l'avenir, un peu comme dans toutes les populations domestiquées qui perdent de la diversité génétique. On perd le potentiel adaptatif de ces espèces. Donc à court terme, c'est bénéfique parce qu'on sélectionne des super clones, des super maïs, mais à long terme, on ne peut plus faire d'amélioration variétale, on ne peut plus trouver de gènes de résistance contre des nouveaux pathogènes. Et donc ici, on voit donc, dans les deux lignées qui font du fromage, on a eu des baisses de fertilité sexuée, croissance plus faible sur milieu pauvre, et donc cette perte de toxines qui peut être une dégénérescence plutôt qu'une sélection. Alors, il y a une étude très récente qui a étudié ce qu'ils ont appelé des paléofécès, donc ils ont trouvé des vieilles crottes bien conservées d'êtres humains dans des anciennes mines de sel qui ont été utilisées depuis très longtemps par l'être humain, et donc qui sont des conditions idéales pour bien conserver les matières organiques parce que c'est très salé, c'est une température basse assez uniforme tout au long de l'année. Et donc il y a des crottes qui sont très bien conservées. Et donc ils ont essayé de voir un peu ce qu'avaient mangé les gens de l'époque. Et ils ont retrouvé vous voyez ici différents âges de ces fécès. Et donc dans ceux de l'âge de fer, ils ont déjà trouvé des traces de Pénicillium roqueforti et de Saccharomyces cerevisiae, donc la levure. Donc ils mangeaient probablement déjà de la nourriture fermentée. Et on a essayé de regarder où se branchait dans l'arbre ce Pénicillium roqueforti, et effectivement, il est très divergent, et il diverge encore plus loin que les populations, les cas de population qu'on a étudiés jusque-là. Et donc, je vais vous parler un peu maintenant de Pénicillium camemberti, donc cette autre lignée très divergente qui est utilisée pour faire le brie et le camembert, et qui est aussi une AOP. Alors là, pour le coup, l'AOP du brie dit qu'on est obligé d'utiliser ce clone blanc. Alors, en fait, c'est une lignée clonale albinos, sélectionnée très récemment. Vous voyez ici sur ce vieux tableau pas si ancien que ça, et sur cette photo de 1953, les bries étaient bleus avant. Les pénicilliums sont en général bleu-vert, et les bries étaient bleus. Mais on a sélectionné très récemment, donc vers les années 40-50, une lignée qui était blanche, qui avait perdu la capacité à faire de la mélanine dans ses spores, parce que ça donnait un aspect un peu plus ragoûtant pour manger ces fromages qui avaient l'air un peu moins moisis. Et donc maintenant, on utilise l'AOP, là, pour le coup, à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus qu'une lignée clonale dans tous les bries et les camemberts, à cause de l'AOP qui nous oblige à utiliser cette lignée clonale. Donc si on retrace, pareil, on a séquencé les génomes, donc on a récolté dans différents types de fromages, des bries, des camemberts, mais il y a d'autres pénicilliums proches qu'on trouve dans d'autres fromages. Donc là, c'est une autre espèce proche, Pénicillium biformé, qu'on trouve aussi dans le fromage, mais aussi en contaminant alimentaire. Et ici, le Pénicillium fuscoglobcum, qu'on trouve dans quelques fromages, mais principalement dans d'autres milieux,
Là, c'est une larve moisie, pareil, du bois d'ouvrage ou des contaminants alimentaires. Donc, ce qu'on voit, c'est encore un arbre généalogique. Donc, on voit que le Penicillium fuscoglochlum est le plus divergent. On a le Penicillium biformé ici, qui a un peu de variabilité génétique, et le Penicillium camemberti, qui n'a aucune diversité génétique. On voit, c'est une seule branche ici, ils sont tous collapsés. Donc, c'est une seule lignée clonale utilisée pour tous les bris et les camemberts. Et donc, je vous avais dit qu'il y avait des transferts horizontaux, les mêmes transferts horizontaux que chez le Penicillium camemberti, que roqueforti. Donc, ils ne sont pas présents chez Penicillium biformé ou fuscoglochlum. Ils sont présents que chez Penicillium camemberti, sauf dans une souche qu'on a récupérée au Muséum d'histoire naturelle, qui avait été isolée avant 1905 et qui n'avait pas ces régions transférées. Donc probablement ces transferts horizontaux se sont produits vraiment récemment, après 1905. Et alors, il y a quand même 2 groupes dans Penicillium camemberti, mais différenciés par vraiment quelques paires de bases. Mais on va voir qu'ils ont des caractères assez différents. Et donc, il y avait déjà ces noms de variétés qui existaient dans la littérature, qui s'appelaient les variétés caseifulvum et camemberti. On a essayé d'étudier un peu l'histoire de la domestication de camemberti. C'est une histoire de domestication successive. Il y avait un ancêtre qui a donné maintenant l'espèce fuscoglochlum, qui est plutôt qui fait pourrir des végétaux, en contaminants alimentaires. Et il y a eu une première domestication qui a donné la lignée Penicillium biformé, qui est assez gris, qui est utilisée pour plein de types de fromages. Et plus récemment, la sélection d'une lignée clonale qui a intégré ces transferts de gènes horizontaux, qui est blanche, et qui a donné le Penicillium camemberti et ces 2 variétés. Donc il y a 2 variétés, chacune clonale et très proche génétiquement, et une domestication successive en plusieurs étapes. Et on va voir qu'effectivement, ils ont acquis progressivement ces différentes lignées, plein de caractères avantageux pour faire du camembert et du brie. Donc on a regardé par exemple la façon dont ils poussaient. Donc typiquement, on voit bien le camembert, c'est une couche cotonneuse. Et effectivement, donc, vous voyez le Penicillium biformé qui est très proche génétiquement du Penicillium camemberti, qui doit assez ressembler à l'ancêtre. Et on voit que le camemberti, donc non seulement il est blanc, mais il croît beaucoup plus en vertical, il est beaucoup plus cotonneux. Donc on a probablement sélectionné ce caractère aussi. Et donc on voit ici une mesure du caractère blanc et cotonneux, donc l'opacité du mycélium. Et on voit qu'on l'a sélectionné un peu plus chez biformé et encore plus chez la variété utilisée pour le camembert. Donc il y a eu une domestication, une évolution progressive du caractère blanc, plus cotonneux chez ces champignons. On a regardé aussi la croissance sur fromage salé, sur un milieu riche et sur un milieu pauvre. Donc on voit que ce qui ressemble plus à l'ancêtre, le fuscoglochlum, il pousse un peu pareil partout. Par contre, les biformés et camemberti, ils poussent beaucoup mieux sur milieu fromage et beaucoup moins bien sur milieu pauvre. C'est exactement ce qu'on avait observé chez Penicillium camemberti. On a sélectionné pour une meilleure utilisation du lait et du lipide, des sucres et du lipide du lait, aux dépens de croissance sur des milieux pauvres. Et on a retrouvé de la même façon qu'ils excluaient mieux les compétiteurs. Donc on a fait les mêmes types d'expériences. On a mis des tapis de Penicillium camemberti et on a mis des compétiteurs, ici Penicillium roqueforti. Donc on voit comment ils poussent quand il n'y a pas de tapis en dessous, quand il y a un tapis de biformé, et quand il y a les tapis de camemberti, il n'arrive pas du tout à pousser. En fait, le mycélium est tellement épais qu'il n'arrive même pas à pousser. Et donc on a peut-être sélectionné aussi une exclusion des compétiteurs. Donc on voit ici la croissance des compétiteurs est de moins en moins bonne. Pareil, entre biformés et les 2 variétés de camemberti. On a regardé aussi la production de textine et on a encore retrouvé exactement la même chose que chez Penicillium roqueforti. On a trouvé qu'il y a cette toxine-là, Penicillium camemberti n'arrive pas à la produire parce que, pareil, il y a une délétion dans un des gènes. Il manque un bout du gène, donc il n'arrive plus à produire la toxine. Et donc, on voit que sur tous ces caractères, on observe une évolution convergente, le même type d'adaptation que chez Penicillium roqueforti. Donc une sélection pour la couleur, donc là c'est plus blanc, chez Roqueforti c'était plus bleu. Il est plus compétitif, il a acquis exactement les mêmes transferts de gènes, il pousse mieux sur fromage, et il y a une variété qui est plus cotonneuse
et qui a perdu la capacité à produire une toxine. Et de la même façon, il dégénère, donc il n'arrive plus à faire de reproduction sexuée, et même il ne produit plus assez de spores asexués. Donc pour faire du camembert, on inocule ces spores dans le lait au début de la fabrication du fromage, mais maintenant on n'arrive même plus à lui faire produire assez de spores sur boîte de pétri pour l'inoculer de façon optimale. C'est un vrai problème pour les industriels. Donc encore une fois, à court terme, on a sélectionné une lignée avec plein de caractères avantageux pour faire du bon fromage, mais à force de sélectionner, de répliquer de façon clonale cette unique lignée, elle dégénère et on ne peut plus réintroduire de la variabilité génétique parce qu'il a perdu la capacité à faire de la reproduction sexuée, parce qu'on a perdu la plupart des populations qu'on utilisait à un moment donné, et parce que là, pour le coup, l'AOP, contrairement à Roquefort, nous empêche d'utiliser d'autres souches qui pourraient réintroduire de la variabilité génétique. Et donc là, il y a aussi eu de la dégénérescence, une croissance moins forte sur milieu pauvre, une baisse de production de spores qui pose un vrai problème déjà actuellement, une baisse de fertilité, et donc cette perte de toxines qui peut être soit un avantage directement sélectionné, mais en fait, le milieu fromage n'est pas un milieu où les pénicilliums produisent beaucoup de toxines de toute façon, donc c'est probablement plutôt une trace de sélection parce que c'est plus utile de la sélection relâchée. Et on a aussi étudié, donc juste brièvement, les pénicilliums qu'on utilise pour faire du saucisson, et qui sont ici, là, et ils sont aussi très divergents. Donc il y a le pénicillium nalgiovense qui est utilisé dans la plupart des charcuteries industrielles, et le pénicillium salami qui est utilisé plus dans des environnements artisanaux, et qui sont très divergents, même encore plus divergents que pénicillium camemberti et roqueforti. Ils ont divergé depuis au moins 73 millions d'années, ce qui est là équivalent à la divergence homme-souris. Et pourtant, on a retrouvé exactement la même chose, des adaptations convergentes. On a sélectionné pour les mêmes caractères, par les mêmes transferts de gènes horizontaux, donc pas les mêmes transferts que les pénicilliums du fromage, mais ces deux champignons qu'on a domestiqués pour faire de la charcuterie ont acquis indépendamment les mêmes transferts horizontaux qui ont permis les mêmes genres d'adaptation. Ils sont devenus plus blancs, ils font alors là pour le coup une lipolyse et une protéolyse plus lente, ils dégradent moins vite les lipides et les protéines, ce qui est avantageux pour ne pas faire de la charcuterie trop dégradée quand même. Ils ont aussi perdu des toxines, donc il y a eu une adaptation convergente entre ces champignons domestiqués pour faire de la charcuterie, ces champignons domestiqués pour faire du fromage, et même entre ces quatre-là, les mêmes genres de caractères ont été sélectionnés, avec les mêmes genres de mécanismes, des transferts horizontaux. Donc il y a eu plusieurs adaptations indépendantes des pénicilliums au fromage et aux charcuteries, on voit des traces de domestication, vraiment d'adaptation, et on a changé les phénotypes. On arrive à retrouver même par quels mécanismes génomiques ils se sont adaptés. Donc c'est une adaptation convergente pour la croissance, la compétition, la perte de toxines et une dégénérescence en termes de perte de reproduction sexuée, et une adaptation rapide par les mêmes transferts de gènes, mais une perte de diversité, une dégénérescence. Et on a vu que l'AOP peut soit protéger, soit au contraire appauvrir la diversité. Et donc pour en revenir à Vavilov, qui avait vraiment appuyé l'importance de la diversité génétique pour l'adaptation locale, pour la persistance de nos cultures, cet appauvrissement récent, on voit un bon exemple chez les champignons du fromage, mais c'est vrai dans toutes les cultures actuellement, pose vraiment des problèmes pour la soutenabilité de nos cultures. Et donc on en revient à cet arbre et cet aspect dynamique de la biodiversité. On ne peut pas imaginer maintenir de façon soutenable des populations qui n'ont pas de diversité génétique. On a vu la diversité génétique, c'est la base de l'adaptation, du maintien de la diversité. On ne peut pas maintenir comme des collections de timbres ou dans des banques de graines ou des banques de souches de champignons. Il faut que les populations évoluent face aux conditions changeantes, comme avait dit Darwin. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit ni la plus intelligente, c'est celle qui est la plus adaptable au changement. Donc à court terme, on peut sélectionner un super clone de champignon qui va faire du super fromage, mais à long terme, il va dégénérer. Il faut garder de la diversité génétique pour continuer à améliorer ou à s'adapter au changement. Et pour finir, donc, les OGM dans ce cadre-là sont aussi pertinents, un aspect pertinent à réfléchir. Donc, souvent, on voit les OGM comme un progrès et un bien pour l'humanité, surtout nous, les scientifiques. On voit
Ici, c'est Galilée face à l'Inquisition, hein, qui a sa posture qu'il sait ce qui est vrai, et il a raison face à l'obscurantisme, et c'est vrai, hein, il avait raison, il avait avancé le progrès scientifique. Mais est-ce que tout ce qui est créé par la science est toujours un progrès ? Et en particulier dans les sciences biologiques, c'est beaucoup plus difficile de savoir si on a raison ou tort et qu'est-ce qui va se passer. Donc, est-ce que les OGM, c'est un progrès ou un bien pour l'humanité ? Je ne vais pas vous donner la réponse, mais quelques éléments de réflexion. Il y a quelques problèmes très graves des OGM. Donc, déjà, en général, ils ne sont pas plus productifs. Et par contre, ce qui est le vrai problème, c'est qu'ils mènent à un appauvrissement encore plus drastique de cette biodiversité. Je vais essayer de vous montrer l'importance de la diversité génétique et de l'adaptabilité. Le problème des OGM, c'est qu'il y a quelques variétés avec ces OGM qui vont être cultivées, donc une baisse drastique de diversité génétique et surtout une appropriation du vivant, parce que quel est l'intérêt principal des OGM ? C'est qu'on peut les breveter, puisqu'on ne peut pas breveter le vivant, sauf si on a fait une invention. Et l'OGM est une invention. Et donc, faire un OGM, c'est la seule façon de breveter le vivant et donc de s'approprier le vivant par des grandes firmes. Et ça mène aussi à des gros problèmes environnementaux, qui est l'augmentation de pesticides, en particulier si on fait un OGM résistant à des herbicides pour pouvoir balancer un maximum d'herbicides et pouvoir cultiver seulement notre plante avec moins de travail. Donc il y a tous ces problèmes-là, plus l'augmentation de l'épandage des pesticides. Et effectivement, c'est quoi les OGM ? La plupart des OGM, on met par exemple des gènes de résistance à des insecticides pour lutter contre les ravageurs des cultures, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met des insecticides qui vont affecter tous les insectes naturels de l'environnement. On met des résistances aux herbicides, des gènes de stérilité. Et donc un autre problème, c'est que ces gènes ils peuvent disperser. Les cultures, souvent, elles peuvent se croiser avec leur population sauvage. Par exemple, le colza, il peut se croiser avec les populations sauvages adventices. Et donc, répandre ces gènes de résistance ces gènes d'insecticides qui tuent les insectes, hein, ils sont faits pour ça, ces gènes de résistance aux herbicides. Et donc, le fait que ces gènes dispersent, hein, c'est aussi lié à cette appropriation du vivant. Par exemple, ça, c'est un agriculteur du Canada qui a été condamné par la justice il y a quelques années parce qu'il vendait des graines de ces colzas où il y avait un OGM dedans alors qu'il n'avait pas payé la licence. Mais il n'avait pas cultivé un OGM, c'était le champ de son voisin qui cultivait un OGM, qui a pollinisé ses récoltes qui n'étaient pas OGM. Il n'avait pas le droit de vendre ses graines parce que le brevet appartenait, il devait payer des royalties et il a été condamné parce qu'il vendait ces graines-là. Donc c'est vraiment une appropriation du vivant. Et donc ça fait baisser la diversité génétique. Hein. S'il y a une chose qu'on doit retenir dans cette leçon, c'est l'importance de la diversité génétique pour l'adaptation donc des populations naturelles, mais aussi de nos cultures. Et donc l'importance de garder un grand nombre de variétés isolées et de permettre une adaptation par un isolement et des échanges génétiques. Donc voilà, on a vu aujourd'hui la domestication pour comprendre l'évolution et l'adaptation et l'importance de la diversité génétique. Et la semaine prochaine, donc on verra pourquoi on essaiera de voir dans les milieux naturels comment se fait la diversification, pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre, comment à partir d'une lignée on peut former deux lignées différentes et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste une lignée qui est capable de vivre à la fois dans la mer, dans les montagnes, s'adapter à tout. Et on parlera aussi de ce qu'on sait sur l'origine de la vie, hein, les premières étapes de l'origine de la vie et de la diversification. Et quelques conseils de lecture comme la semaine dernière, si vous voulez approfondir. Ça, c'était sur le cours de la semaine dernière, le cours d'aujourd'hui. Quelques livres généraux sur l'évolution et l'adaptation. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir cet excellent film. Voilà, merci.